Ma femme m'a trompé avec son patron. Elle a passé la nuit la plus chaude, selon son patron. 6 mots m'ont transpercé le cœur, et j'étais prêt à tomber dans l'abîme après les avoir entendus. Je vais tout recommencer. Je m'appelle Louis, et si vous m'aviez rencontré il y a 6 mois, vous auriez vu un homme sûr de lui, heureux dans son quotidien, et amoureux de sa femme, Élodie. Nous étions mariés depuis près de 10 ans. Moi, dans le secteur de l'informatique, je passais mes journées à jongler entre des lignes de code et des réunions, tandis qu'elle travaillait comme secrétaire dans une grande entreprise du centre-ville. Elle était la secrétaire de Martin Lenoir, le directeur général, un homme charismatique que j'avais rencontré 1 ou 2 fois lors des fêtes de fin d'année organisées par son entreprise. Au début, tout allait bien. Élodie aimait son travail, et même si ses horaires étaient parfois imprévisibles à cause des exigences de son poste, elle revenait toujours à la maison avec un sourire et des histoires à partager. Mais il y a environ 6 mois, quelque chose a changé. Ce ne fut rien de spectaculaire ni de flagrant, juste des petits détails qui s'additionnaient doucement. Des absences plus fréquentes sous prétexte de réunions tardives, des messages qu'elle recevait et auxquels elle répondait sans un mot. Elle rentrait souvent plus tard que d'habitude et affichait cette étrange lueur dans le regard, comme un secret qu'elle ne me disait pas. Un soir, alors que j'étais seul dans notre salon, je me surpris à fixer l'horloge. Il était 22 heures passées, et elle n'était toujours pas rentrée. Mon esprit se mit à bouillonner de scénarios étranges. Mais je les repoussais. Je refusais de croire qu'elle puisse avoir quelque chose à cacher, encore moins une liaison. Nous étions un couple solide, j'avais confiance en elle. Mais cette nuit-là, une angoisse sourde s'installa, comme un poison insidieux. Le lendemain, alors que je buvais mon café en silence, Élodie m'annonça d'un ton détaché qu'elle serait à nouveau retenue tard au bureau pour une réunion de fin de trimestre. Je hochai la tête, tentant de masquer mon trouble, mais une part de moi savait qu'elle ne disait pas tout. Peut-être était-ce l'intuition, ce 6e sens qui vous murmure que quelque chose cloche, sans que vous ne sachiez exactement pourquoi. Dans les jours qui suivirent, les signes continuèrent à s'accumuler. Je notais des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Son parfum, toujours présent sur elle, était devenu plus intense. Ses vêtements semblaient plus soignés. Elle passait aussi beaucoup plus de temps devant le miroir le matin, ajustant chaque détail comme si elle préparait une présentation importante. Un jour, alors qu'elle prenait une douche, j'entendis son téléphone vibrer sur la table du salon. C'était un message de Martin. Son nom apparut sur l'écran verrouillé, suivi de la mention « Merci pour hier ». Le genre de message banal en apparence, mais qui, en ce moment précis, fit naître un frisson dans mon dos. Mon esprit s'emballa. Pourquoi ce message la remerciait-il? Pour quelle raison un directeur enverrait-il un tel message à une secrétaire après les heures de travail? J'aurais pu ignorer tout cela, mais une partie de moi savait qu'il s'agissait de la pièce manquante d'un puzzle que je refusais de voir jusqu'à présent. J'essayais de mettre ce message de côté, de me dire qu'il n'y avait rien là, qu'il s'agissait d'un simple échange de courtoisie. Mais en réalité, quelque chose s'était fissuré. Une petite voix dans mon esprit me soufflait que je devais savoir, que si je continuais à fermer les yeux, je finirais par m'effondrer sous le poids du doute. Le jour suivant, alors qu'Élodie était au bureau, je pris une décision. Je me rendis à son lieu de travail sous prétexte de l'inviter à déjeuner. J'avais déjà fait ça auparavant, et elle avait toujours apprécié ces moments d'improvisation. Elle était secrète sur son bureau et sa vie au travail, mais je la connaissais assez pour savoir qu'elle aimait ses surprises. Arrivé dans le hall de son entreprise, je saluai l'hôtesse d'accueil et lui demandai de prévenir Élodie de ma présence. Elle me regarda, un peu surprise, et me répondit avec un sourire poli que madame était partie déjeuner en extérieur avec monsieur Lenoir, son patron, et ne serait probablement pas de retour avant le milieu de l'après-midi. À cet instant, je me sentis déconnecté de la réalité. Ma tête résonnait d'un bourdonnement insupportable, et j'avais l'impression d'observer la scène de l'extérieur. Élodie n'avait jamais mentionné de déjeuner avec son patron. Elle m'avait toujours dit qu'elle déjeunait seule ou avec quelques collègues, mais jamais avec lui. Alors pourquoi m'avait-elle menti? Je sortis de l'entreprise comme un automate, perdu dans mes pensées, cherchant des réponses à des questions que je n'aurais jamais pensé me poser. Pourquoi cette retenue de sa part? Et pourquoi mentir sur un simple déjeuner? Le doute commençait à creuser un trou dans ma confiance, et malgré tous mes efforts pour rester rationnel, je sentais qu'une partie de moi s'effritait. Quand elle rentra le soir, je fis de mon mieux pour lui poser des questions légères sur sa journée, mais mon ton devait trahir un malaise que je ne pouvais masquer. Elle répondit distraitement, parlant de ses dossiers, de la paperasse qui s'accumulait,
mais ne mentionna rien sur ce déjeuner avec Martin. Je commençais à me dire qu'elle avait fait un effort conscient pour omettre cette partie de sa journée. Ce soir-là, j'eus du mal à m'endormir. Les images et les questions tournaient en boucle dans ma tête. Qui était réellement cet homme avec lequel elle passait tant de temps? Était-ce purement professionnel? Ou bien étais-je en train de devenir paranoïaque? Plus je tentais de calmer mes pensées, plus les doutes s'amplifiaient. Je repensais à cette soirée où nous avions rencontré Martin pour la première fois lors de l'une des fêtes de fin d'année de son entreprise. C'était un homme élégant, bien trop charmant pour un simple directeur. À l'époque, je n'avais pas pensé à mal. J'avais même fait un brin de conversation avec lui, admirant son assurance. Mais aujourd'hui, cette image prenait un tout autre sens. Je savais que j'étais au bord d'une décision. Soit je laissais cette histoire grandir et ronger la confiance que j'avais en elle, soit je trouvais un moyen de percer ce mystère et de découvrir la vérité. Je pris une profonde inspiration et me jurai de tirer cela au clair. Pour notre couple, pour moi-même, et pour cette confiance qui, j'en étais convaincu, pouvait encore être sauvée, si elle n'avait pas déjà été trahie. Après cette nuit d'insomnie, j'étais plus déterminé que jamais à trouver des réponses. J'avais toujours pensé qu'Élodie et moi, nous étions forts, inébranlables. Mais ces dernières semaines avaient rejeté un froid glacial dans notre relation. J'avais cette impression qu'une ombre s'était installée entre nous, une ombre faite de doutes, d'incertitudes et de non-dits. Le lendemain, alors qu'Élodie s'apprêtait pour le travail, je l'observais en silence, cherchant le moindre indice dans ses gestes, le moindre changement qui pourrait m'indiquer que quelque chose clochait. Elle se maquilla, ajusta son chemisier avec soin et appliqua un léger parfum, le même qu'elle portait tous les jours. Mais ce matin-là, il semblait plus intense, plus marqué. J'en profitais pour lui proposer de déjeuner ensemble ce midi, tentant de dissimuler le stress derrière un sourire. Elle me regarda, visiblement surprise, et répondit « Je ne suis pas sûr, Louis. Martin pourrait avoir besoin de moi pour un déjeuner de travail. Mais si ça se libère, je t'envoie un message, promis. » Elle prononça ces mots avec une légèreté qui me glaça. Un déjeuner de travail? Encore? Je me retins de poser davantage de questions, lui souhaitant simplement une bonne journée avant de la laisser partir. Mais une fois la porte refermée, je savais qu'il fallait que j'agisse. La première étape de mon plan était simple. Comprendre ses déplacements, ses heures, et surtout, ses rencontres. Alors, je pris mon téléphone et contactai un vieil ami, Marc, qui avait quelques connaissances dans le milieu de la sécurité informatique. Je lui exposai la situation, sans entrer dans les détails, lui expliquant simplement que je craignais qu'Élodie me cache quelque chose. Marc m'écouta sans poser de questions. Il comprenait mon malaise et me proposa une solution discrète. Installer un logiciel de géolocalisation sur le téléphone d'Élodie. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais le doute me consumait tellement que je ne voyais pas d'autre issue. J'avais besoin de savoir. L'installation fut rapide. La prochaine fois que j'aurais accès à son téléphone, il suffirait de quelques minutes pour activer le logiciel sans qu'elle ne se doute de rien. Le simple fait de prendre cette initiative me soulagea un peu, comme si j'avais repris le contrôle d'une situation qui m'échappait. Les jours suivants, je notais scrupuleusement ses allées et venues. Je vérifiais l'application à intervalles réguliers, ne voulant manquer aucun de ses déplacements. Le matin, elle allait bien au bureau comme prévu. À midi, elle déjeunait généralement dans les environs, sauf certains jours, où sa localisation indiquait un quartier éloigné du centre. Quand je lui demandais des détails sur ces déjeuners, elle restait vague, se contentant de dire que « Martin a des clients exigeants, on doit parfois improviser ». Je me rendis compte qu'elle avait de plus en plus d'excuses pour ses retours tardifs, des réunions imprévues, des dîners d'affaires avec des partenaires étrangers, autant de prétextes qui, jusqu'alors, semblaient crédibles, mais qui, au fil du temps, s'effilochaient de leur substance. Chaque soir, elle rentrait plus tard, les yeux brillants d'une énergie que je ne lui connaissais plus. Puis il y eut ce jour où tout bascula. Élodie m'avait informé qu'elle aurait un dîner d'entreprise, quelque chose de formel, auquel elle devait absolument assister pour représenter son service. Elle insista sur l'importance de ce dîner, précisant que Martin Lenoir y tenait particulièrement. La tension dans sa voix me parut étrange, mais je fis mine de la croire, lui souhaitant une bonne soirée avant qu'elle ne parte. Dès qu'elle quitta la maison, je me préparai rapidement et pris la route en direction du restaurant où elle m'avait dit que le dîner se tiendrait. En chemin, je vérifiai à nouveau la géolocalisation. Elle indiquait un autre endroit, complètement éloigné du quartier des restaurants huppés où elle prétendait être. C'était un hôtel, un grand bâtiment luxueux en périphérie de la ville. L'ironie me frappa.
Elle m'avait menti sur le lieu, pensant sans doute que jamais je ne viendrais vérifier. Je me garai dans une rue adjacente et restai dans la voiture, la mâchoire crispée, le regard rivé sur l'entrée principale de l'hôtel. Il était déjà tard lorsque je vis deux silhouettes apparaître. D'un pas rapide et discret, je descendis de la voiture et me glissai dans l'ombre, priant pour ne pas être repéré. Élodie sortit, et juste derrière elle, Martin Lenoir. Ils échangèrent un sourire complice, comme celui que l'on partage après un moment volé, quelque chose d'intime. Martin posa brièvement sa main dans le bas de son dos, un geste que je n'avais jamais vu chez eux. À cet instant, mon cœur se serra d'une douleur sourde. Ils se dirigèrent vers la voiture de Martin, et je me figeai. Leur complicité, leur sourire, tout, dans cette scène, confirmait mes pires soupçons. L'homme avec qui elle riait, celui en qui j'avais vu un simple patron, était bien plus. L'intensité de leur regard m'acheva. Ils étaient au seul, sans les collègues ou clients qu'elle prétendait avoir rencontrés ce soir-là. Je restais pétrifié, me répétant que ce que je voyais n'était pas possible. Mais la vérité était là, aussi amère que tranchante. J'étais témoin de leur trahison, silencieusement, à l'abri des regards, mais cette vérité me laissait un goût de fer dans la bouche. Ils montèrent dans la voiture de Martin et disparurent. Je me retrouvai là, seul sur ce parking désert, l'esprit en ruine. Une part de moi voulait tout abandonner, rentrer chez moi, oublier ce que je venais de voir. Mais je savais que cela me hanterait pour le restant de mes jours. Je ne pouvais pas me résoudre à fuir. J'avais besoin de comprendre comment, pourquoi. Quel mensonge avait-elle tissé pour en arriver là? Je me remis en route, conduisant sans but précis dans les rues silencieuses. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les images d'Élodie et de Martin se pressèrent dans ma tête, formant une chaîne interminable de questions, de doutes et d'amertume. J'avais toujours pensé que l'amour pouvait résister à tout, mais à ce moment-là, j'étais au bord de l'abîme. Le lendemain, au petit déjeuner, elle se comporta comme si de rien n'était. Elle bavarda sur des sujets légers, son sourire aussi insouciant que d'habitude. Elle mentionna brièvement le dîner formel de la veille, mais ses yeux évitèrent soigneusement les miens. Un mur invisible s'était dressé entre nous, et elle semblait en être parfaitement consciente. Pourtant, j'étais loin de me résigner. Maintenant que je savais, il me fallait des preuves, des explications. Il me fallait la vérité, même si elle s'avérait plus douloureuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais prêt à aller jusqu'au bout, pour qu'elle n'ait plus aucun moyen de se cacher derrière ses excuses. Je me demandais jusqu'où ce mensonge pourrait aller. Et surtout, jusqu'à quand elle continuerait à me regarder dans les yeux sans la moindre hésitation. Car cette fois, elle ignorait que je savais. Après cette nuit d'enfer, quelque chose avait changé en moi. Les sourires, les regards complices, tout cela résonnait dans ma tête comme un écho constant, m'empêchant de trouver le repos. Élodie, quant à elle, semblait plus insouciante que jamais, souriante et détendue, comme si de rien n'était. Ce contraste me donnait presque la nausée. Les jours qui suivirent, je restai calme, prenant soin de ne rien révéler de mes suspicions. Chaque matin, je continuais à l'observer, à scruter le moindre de ses gestes, guettant une faille, un signe, quelque chose qui trahirait la duplicité que je savais maintenant exister. Mais Élodie restait imperturbable. Ses excuses se succédaient, ses réunions tardives continuaient, et chaque soir, elle revenait comme si elle n'avait rien à cacher. La rage bouillait en moi, mais je ne pouvais me permettre de tout laisser éclater. Je savais qu'il me fallait plus de preuves, quelque chose de solide, de définitif, que je pourrais lui jeter au visage lorsqu'elle ne pourrait plus nier. Il fallait que je la pousse à révéler la vérité, sans qu'elle ne se doute de rien. C'est alors que je décidai d'engager un détective privé. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais je savais que c'était la seule façon de découvrir la vérité. En le rencontrant, j'expliquai ma situation, l'étrange comportement d'Élodie, ses mensonges récurrents, et bien sûr, la complicité que j'avais entrevue entre elle et son patron. Il hocha la tête avec un air compréhensif, sans me poser de questions superflues. Il avait vu des dizaines de cas similaires, me dit-il d'une voix calme, et comprenait la douleur d'un homme trahi. Les jours suivants furent une lente agonie. Chaque jour, j'attendais les rapports du détective avec une impatience fébrile, comme si ma vie entière en dépendait. Quand il me contacta enfin, son ton, calme et professionnel, me plongea dans un mélange de peur et d'anticipation. « Monsieur, j'ai des informations. Ce que vous soupçonniez semble fondé. » Je me préparais à affronter les détails, mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais entendre.
Il m'expliqua qu'il avait suivi Élodie pendant plusieurs jours, observant ses allées et venues et documentant méticuleusement chacun de ses déplacements. Comme je le craignais, elle voyait Martin régulièrement, sous des prétextes de réunions et de rendez-vous professionnels. Mais en réalité, ces réunions se transformaient souvent en rencontres intimes, bien loin de l'enceinte de son bureau. Il m'apporta des photos, des témoignages écrits de leurs rendez-vous, ainsi qu'un enregistrement d'une conversation capturée dans le hall d'un hôtel, où ils se retrouvaient souvent. Ils parlaient à voix basse, mais leur échange ne laissait aucune place au doute. Elle riait, parlait de lui avec une affection douce et tendre, comme si elle avait effacé notre histoire de sa mémoire. Elle lui confiait des détails de notre vie, et le pire, c'était de l'entendre parler de moi, comme d'un simple détail sans importance. Lorsque je lus les rapports et que je vis ces photos, je me sentis vidé, comme si mon propre corps me trahissait en refusant de contenir la douleur. J'étais devenu l'ombre de moi-même, un étranger dans ma propre vie, regardant tout ce que j'avais construit s'effondrer. Ces images de ma femme, de ses gestes tendres envers un autre homme, se superposaient avec violence à tous les souvenirs que nous avions partagés. Il me fallut plusieurs jours pour digérer ces informations, pour transformer cette douleur en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Si elle pensait pouvoir tout me cacher, elle se trompait lourdement. Elle ignorait que la vérité m'avait déjà été révélée. Et maintenant que je détenais toutes les preuves, il ne me restait plus qu'une chose à faire. Lui tendre un piège, quelque chose qui la forcerait à s'expliquer, à avouer. Je décidai donc d'organiser une soirée, un simple dîner, prétextant que nous devions passer un moment à deux, comme avant, pour raviver la flamme. Elle accepta sans hésitation, peut-être soulagée d'avoir un moment où elle pouvait feindre d'être la femme parfaite, tandis que j'avais perdu toute illusion. Je réservai une table dans un restaurant tranquille, discret, propice à la conversation. C'était un lieu que nous aimions beaucoup à l'époque où nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre, où chaque dîner était une célébration de notre amour. Le soir venu, elle se prépara avec soin, ajustant ses cheveux et ses vêtements avec la même attention que d'habitude. Mais pour moi, chaque geste qu'elle faisait était une preuve de plus de son hypocrisie. Alors que nous prenions la route vers le restaurant, je restais silencieux, attendant le bon moment pour déclencher la confrontation. Nous arrivâmes au restaurant et prîmes place dans un coin tranquille. Elle commença à discuter de banalités, des détails sans importance. Je faisais semblant de l'écouter, mais mon esprit était ailleurs, préparant les mots que j'allais prononcer. Après quelques minutes, je posai calmement mon verre et la regardai droit dans les yeux. « Élodie, est-ce que tu es heureuse avec moi ?» lui demandai-je d'une voix neutre, presque douce. Elle parut surprise, hésita un instant avant de répondre avec ce sourire qu'elle réservait toujours pour masquer son malaise. « Bien sûr que je suis heureuse, Louis. Pourquoi cette question ?» Je marquai un silence, la laissant se perdre dans ses justifications. Puis, d'un ton plus grave, je poursuivis. « Élodie, est-ce que tu m'as été fidèle ?» Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Son sourire se crispa et je la vis chercher des mots, des excuses, tout ce qui pourrait éviter la confrontation. Elle ne me répondit pas directement, mais son silence en disait long. Alors, sans attendre plus longtemps, je sortis une enveloppe de ma poche. Elle contenait les photos, les preuves de sa trahison. Je la posai devant elle et observai sa réaction. Elle resta figée, ses yeux s'écarquillant de stupeur et de panique en reconnaissant les images. Ses lèvres tremblèrent, cherchant une explication, mais aucun son ne sortit. « Ne dis rien, Élodie, tu n'as plus besoin de mentir. » Son visage se décomposa, et je la vis, pour la première fois depuis des semaines, perdre tout contrôle. Elle tenta de m'attraper la main, de me toucher, comme pour me rassurer, mais je me reculai, refusant tout contact. Elle murmura à la voix brisée. « Louis, je suis désolé. » Ces mots, aussi sincères qu'ils semblaient, ne firent moins que raviver la rage que je contenais depuis des semaines. « Désolé ? Tu es désolé maintenant ? Élodie, depuis combien de temps tu me mens ? Depuis combien de temps tu couches avec cet homme ?» Elle secoua la tête, tentant de trouver des mots, mais chaque excuse qu'elle inventait ne faisait qu'aggraver son séas. Ça n'a jamais été sérieux. Je n'ai jamais voulu te blesser, Louis. Je me suis perdu dans cette histoire, mais ça ne signifie rien pour moi. Je l'écoutais, la regardant s'enfoncer dans ses propres justifications. Et pour la première fois, je réalisais que le pire n'était pas la trahison elle-même, mais le fait qu'elle ait pu vivre cette double vie sans que je m'en aperçoive, qu'elle ait pu feindre un amour intact tout en me poignardant dans le dos. Je laissai passer un long silence, puis je me levai, la laissant seule à table avec ses mensonges et ses excuses vides de sens. Tandis que je me dirigeais vers la sortie,
Je sentais son regard me suivre, incapable de retenir ce qu'elle venait de détruire. J'avais obtenu mes réponses, et bien plus encore. La question qui restait, maintenant, était de savoir ce que j'allais faire de cette vérité. Je quittais le restaurant cette nuit-là avec une sensation étrange. Ni colère, ni tristesse, mais un vide. Comme si j'avais laissé derrière moi une partie de moi-même. Un chapitre clos que je n'avais pas vraiment décidé de fermer. Dans le calme de la rue, tandis que je marchais seul vers ma voiture, le bruit de mes pas résonnait comme un écho dans l'obscurité. L'air était frais, presque glacé, et me ramenait sans cesse à cette scène du restaurant, à la détresse peinte sur le visage d'Élodie. De retour chez nous, je pris une décision. Pas question de fuir. Cette maison était aussi la mienne, et je n'allais pas la quitter pour un mensonge. Si Élodie devait en partir, elle le ferait en affrontant la réalité. Le silence qui m'entourait alors que j'entrais dans notre salon m'étouffait. Les souvenirs semblaient m'assaillir à chaque recoin de la pièce. Les rires, les soirées, les anniversaires célébrés ensemble. Mais désormais, tout cela paraissait lointain, comme si chaque image s'était effacée, recouverte par le poids de la trahison. Plus tard dans la nuit, j'entendis la porte s'ouvrir doucement. Élodie rentrait, hésitante. Elle resta dans l'entrée, comme si elle craignait de pénétrer plus loin. Ses yeux étaient rougis, son visage pâle. Elle s'avança enfin vers moi, hésitant un instant avant de s'asseoir, tête baissée, incapable de me regarder en face. « Louis, je sais que tu ne veux probablement pas m'écouter, mais je dois te parler. » Sa voix tremblait. Je l'observais, me préparant à entendre encore une fois les justifications habituelles, des excuses qui sonneraient creux, des mots qui ne parviendraient jamais à effacer ce que j'avais vu. Pourtant, cette fois, elle semblait sincère, prise entre le remords et le désespoir. « Ce n'était jamais censé arriver, » commença-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Je me suis perdu dans quelque chose qui a pris des proportions que je n'avais pas anticipées. Martin, il m'a fait sentir spéciale, importante. Au début, c'était juste du travail, tu sais. Un compliment par-ci, un geste gentil par-là. Je n'ai pas vu que je m'enfonçais dans un piège. Je l'écoutais en silence, impassible. Ces mots, aussi sincères qu'ils puissent sembler, n'étaient que des excuses tardives pour une réalité qu'elle m'avait soigneusement cachée pendant des mois. « Pourquoi ?» demandai-je simplement. « Pourquoi avoir menti si longtemps ?» Elle releva la tête, plongeant son regard dans le mien pour la première fois de la soirée. « Parce que j'avais peur, peur de te perdre, peur de réaliser à quel point je m'étais éloigné de toi et de moi-même. Je sais que cela n'efface rien, Louis, mais je suis désolé. » Je hochai la tête sans répondre, sentant qu'aucune explication, aucune excuse ne suffirait jamais à combler le fossé qui s'était creusé entre nous. « Désolé ? Et maintenant quoi ? Tu espères que je vais tout oublier, que tout reprenne comme avant ?» Elle ferma les yeux, secouant la tête. « Non, je sais que rien ne sera comme avant. Mais, si tu veux bien, je veux essayer de réparer, de regagner ta confiance. Je comprends si tu veux que je parte, mais laisse-moi au moins une chance de te prouver que je... » Elle s'interrompit, visiblement submergée par ses propres mots. Je la fixais, évaluant la situation. Une part de moi aurait voulu crier, la jeter dehors, lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais une autre part, plus lucide, savait qu'il me fallait réfléchir, comprendre ce que je voulais réellement avant de prendre une décision hâtive. Cette nuit-là, nous dormîmes dans la même maison, mais dans des chambres séparées. L'aube arriva sans que je trouve le sommeil. Le bruit du silence régnait, encore plus lourd que la veille. J'avais l'impression de suffoquer, d'être pris au piège dans ce monde de souvenirs qui s'était transformé en un champ de ruines. Élodie était restée discrète, presque invisible, comme une ombre, guettant chaque mot, chaque geste de ma part, mais je ne pouvais pas supporter de la voir, de l'entendre. Elle avait détruit tout ce que nous avions bâti ensemble. Les jours passèrent, remplis de silence et de conversations brèves étendues. Élodie faisait de son mieux pour rattraper son erreur, mais chaque effort qu'elle faisait ne faisait que me rappeler son infidélité. Ses regards désespérés, ses tentatives de rapprochement, tout cela résonnait comme une promesse vide. Le poids de la trahison s'était incrusté entre nous, un mur invisible mais infranchissable. Finalement, je pris une décision. Le matin où elle tenta une nouvelle fois de m'aborder pour m'expliquer, pour me demander de tourner la page, je lui dis calmement « Élodie, je crois que ce n'est plus possible. » Elle resta silencieuse, comprenant la portée de mes mots. Je lui expliquai que même si elle se repentait, même si elle regrettait, la confiance était brisée. Et sans confiance,
Un mariage n'était qu'une illusion, un contrat sans âme. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes, et je savais que mes mots la blessaient autant qu'ils me libéraient. Elle comprenait que notre histoire, autrefois solide, avait pris fin sur une trahison qu'aucun de nous ne pourrait oublier. Et même si une part de moi éprouvait encore des sentiments pour elle, je savais que continuer ensemble serait une erreur. La suite fut froide, administrative. Nous convînmes des modalités d'une séparation à l'amiable. Élodie quitta la maison quelques jours plus tard, et le silence, cette fois-ci, était d'un autre genre, celui d'un apaisement douloureux mais nécessaire. Je réalisais qu'avec la fin de notre histoire, quelque chose d'autre commençait, un chemin où je pouvais reconstruire, où je pouvais peut-être redéfinir ma vie. Mais le souvenir de sa trahison resterait, une cicatrice indélébile, une leçon que je ne pourrais jamais effacer. Les semaines qui suivirent furent silencieuses. La maison, autrefois si vivante, était maintenant plongée dans une étrange tranquillité. Sans Élodie, chaque pièce semblait plus grande, plus vide. Je tentais de m'occuper, de remplir ces heures soudainement libres avec des activités anodines, du bricolage, du sport, des sorties avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Mais même ces distractions avaient leurs limites. Chaque nuit, les souvenirs revenaient, envahissant mes pensées comme des fantômes que rien ne pouvait chasser. Puis, un jour, alors que je faisais un peu de rangement dans le bureau d'Élodie, je découvris quelque chose qui fit dévier le cours de mes pensées. Dans l'un des tiroirs de son bureau, caché sous une pile de papier, je trouvai une petite enveloppe scellée, adressée à moi. Elle avait pris soin de laisser une lettre, une dernière explication, écrite d'une main tremblante. Je la posai sur la table, hésitant à l'ouvrir. Après tout, que pourrait-elle bien contenir de plus que tout ce que j'avais déjà appris? Mais ma curiosité finit par l'emporter. Je décachetai l'enveloppe et en sortis une feuille soigneusement pliée. Les mots manuscrits, légèrement tremblants, me révélèrent une facette que je ne soupçonnais pas. « Louis, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là, et que tu as sans doute besoin de réponses. Je ne sais pas si mes mots pourront alléger la douleur que je t'ai infligée, mais sache que je n'ai jamais voulu en arriver là. Au fil des années, j'ai commencé à me perdre, à douter de moi. Je me sentais insignifiante dans notre vie, un rouage parmi tant d'autres. Ce que je vais te dire n'excuse en rien mes actes, mais peut-être que cela t'aidera à comprendre. Ce n'était pas seulement pour Martin que j'ai failli, c'était aussi contre moi-même, contre cette image de la femme parfaite que je tentais de maintenir. Quand j'ai rencontré Martin, j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait me sentir vivante, quelqu'un qui semblait comprendre ce que je traversais. J'aurais dû voir que cette relation était fausse, que je cherchais simplement à combler un vide que j'aurais dû affronter plutôt qu'à fuir. Mais au lieu de ça, j'ai fui, et j'ai détruit ce que nous avions. Je ne te demande pas de pardonner, Louis, mais de trouver en toi la force de tourner la page. Je m'en veux de t'avoir blessé. Tu mérites quelqu'un qui te rendra heureux, quelqu'un qui saura apprécier l'homme bon et patient que tu es. J'ai laissé le meilleur homme que j'ai jamais connu derrière moi, et c'est la plus grande erreur de ma vie. Avec tout mon regret et mon amour. Élodie. En lisant ces mots, une vague de tristesse m'envahit. La lettre portait un poids d'émotion que je n'avais pas perçu avant. Ce n'était pas seulement une trahison contre moi, mais aussi contre elle-même. Elle avait failli dans son rôle, non pas par manque d'amour, mais par une blessure qu'elle n'avait su gérer. Cela n'effaçait pas la douleur qu'elle m'avait causée, mais cela ajoutait une dimension différente à l'histoire, une profondeur qui m'aida, peu à peu, à commencer mon propre chemin vers la guérison. Les jours passèrent, et cette lettre resta avec moi comme un rappel de cette leçon amère. Chaque jour, le souvenir d'Élodie et de ceux que nous avions se transformait, passant de la douleur à une étrange forme de nostalgie. Elle faisait partie de mon passé, une part que je ne pouvais effacer, mais que je pouvais apprendre à accepter. Puis, un jour, alors que je déjeunais dans un petit café de la ville, je tombais par hasard sur une femme qui attirait mon attention. Elle était assise seule, plongée dans un livre, une tasse de thé à la main. Elle avait cet air paisible, cet air de quelqu'un qui savoure l'instant présent. Je ne sais pas pourquoi, mais une envie soudaine de l'aborder me saisit. Nous échangeâmes quelques mots, parlant de banalités, de livres, de musique. Son sourire était chaleureux, naturel, sans artifice. Elle s'appelait Claire, et sans que je comprenne vraiment comment, notre conversation se prolongea au-delà de ce premier café. Peu à peu, elle devint une amie, puis quelque chose de plus. Elle n'essayait pas de combler un vide. Elle apportait simplement une présence douce et sincère dans ma vie. Avec elle, j'apprenais à nouveau à faire confiance, à apprécier les petits moments sans chercher à combler un manque. Élodie appartenait désormais au passé, un chapitre que j'avais refermé avec la lettre qu'elle m'avait laissée. Claire, quant à elle,
était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais qui me semblait étrangement juste. Ainsi se termine l'histoire de cette trahison. Une histoire qui m'aura laissé des cicatrices, mais aussi des leçons inestimables. Parfois, il faut traverser les épreuves les plus sombres pour apprendre à se retrouver, pour comprendre ce que l'on attend réellement de la vie. La douleur que j'avais ressentie s'estompa peu à peu, laissant place à une sérénité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et si un jour, le souvenir d'Élodie revenait encore, je ne ressentais plus ni amertume, ni colère. Seulement une vague reconnaissance pour ce que cette expérience m'avait appris. Finalement, chaque fin porte en elle les graines d'un nouveau départ. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette histoire si vous l'avez aimée. Activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires. À bientôt.